Donc je m'appelle Jonathan, j'habite dans la forêt depuis 4 ans et demi, accompagné de Caroline, ma compagne et mon allié, et de nos 2 filles, Lia et Mani. Elles ne sont malheureusement pas là ce soir parce que Mani est malade. Et du coup, Caro veille sur elle, mais elle aurait été ravie d'être avec nous et de pouvoir témoigner aussi. On a préparé toute cette conférence ensemble. Et donc voilà, je suis assez ému de la faire, celle-ci. J'espère qu'il y en aura de nombreuses autres. Et en fait, l'intention qui nous a animés pour parler de cet exode urbain, c'est que depuis 2 ans, on reçoit beaucoup d'emails. On reçoit énormément de questions de la part de gens qui se posent des questions, qui se préoccupent pour l'avenir à bien des égards. Et du coup, l'idée de cette conférence, elle n'est pas de pouvoir répondre à toutes vos questions, malheureusement, parce qu'il faut beaucoup plus que 2 heures pour cela, mais par contre, de voir des axes, des grands axes qui permettent d'éviter des écueils par lesquels on est passé nous-mêmes. Donc en fait, on a écrit récit absolument pas objectif d'une aventure néo-rurale parce que c'est le cas, en fait. C'est simplement notre récit. C'est une aventure que nous avons vécue. Et donc, on en tire des conclusions relatives à ce récit, mais libre à chacun de faire sa propre expérience. Et puis, vous nous direz un peu, j'espère en tout cas, vos intuitions, vos ressentis et vos espérances pour l'avenir. Pourquoi parler de l'exode urbain aujourd'hui? C'est vrai que c'est un terme qui est assez récent, qu'on n'invente absolument pas d'ailleurs, parce qu'on a plus eu coutume les années passées d'entendre parler d'exode rural. En effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a vu, enfin depuis la révolution industrielle dans un premier temps, mais il y a eu une accélération avec avec la Seconde Guerre mondiale, pardon, on a vu une industrialisation qui a amené les gens à quitter les campagnes progressivement de façon à nous retrouver en ville. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, même si je m'éclate en faisant ça, mais on est en train de s'apercevoir qu'il y a une courbe tendancielle qui est en train de s'inverser. C'est-à-dire que désormais, nous avons plus de gens qui quittent les villes que des gens qui quittent les campagnes. Et c'est un phénomène très récent qui a connu une accélération depuis les confinements successifs. Je pense que beaucoup d'entre nous se sont sentis un peu à l'étroit dans nos appartements et on s'est dit pourquoi pas changer d'air. Et donc cette conférence, elle est destinée voilà, à tous les profils. On en a recensé quelques-uns qui nous aimeraient. On va voir s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Mais aussi et surtout pour exprimer une idée fondamentale et qui risque peut-être de déplaire. C'est que nous, on pense que la ville est une erreur. On nous a souvent posé la question de nous dire « Ok, c'est très sympa que vous viviez dans des cabanes ou des yourtes, vous êtes mignons, voilà. Mais si on est 70 millions à faire ça aujourd'hui, vous pensez sincèrement qu'en France, on serait en capacité de pouvoir héberger chaque personne sans dépeupler les territoires ?» Eh bien, en fait, il y a un chercheur en études sociales à l'Université de Lyon qui a dit que si on mettait chacun des Français en lui donnant 1000 m² de terrain, on occuperait seulement 12% de la surface de la France. C'est-à-dire que si chacun dispose aujourd'hui d'un grand terrain, parce que 1000 m² c'est assez conséquent pour réaliser son jardin, on occuperait uniquement 12% de la surface de la France. Donc déjà, ça permet d'avoir une perspective, parce que nous, on a longtemps complexé quand on nous a posé cette question, parce qu'on s'est dit, en effet, on est hyper privilégié, et si tout le monde le fait, on va être bien embêté. Et donc, on a monté un mouvement politique qui s'intitule la désobéissance fertile. Peut-être que certaines d'entre vous en avez entendu parler par le passé, dans lequel on préconise plusieurs choses qu'on a réunies sous forme de 3 axes, 3 thématiques. Le premier, c'est s'intégrer dans les territoires. Comment faire pour arriver sans avoir une culture locale? Comment faire pour apprendre à s'intégrer dans un territoire d'abord nous-mêmes? La seconde, c'est comment agrader. Parce que jusqu'à présent, quand on s'intéresse à l'écologie, quand on s'intéresse aux impacts que l'on sait, je ne veux absolument pas énoncer toutes les études qui existent à ce jour parce que je pense que tout le monde ici est très bien informé et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à l'être par d'autres biais. Mais on a conscience du problème, on a conscience que l'être humain a été source de dégradation, mais on n'a jamais raisonné sous la forme inverse, c'est-à-dire comment on peut être source d'amélioration. Et en fait, en quittant la ville, il y a de cela 4 ans, on a découvert ce terme « agrader ». Et en fait, ça a été une révolution. Parce que, d'un seul coup, j'ai réussi à trouver un mot qui permettait d'exprimer une idée. Et on sait que notre pensée est créatrice. Du moins, c'est ma croyance. Donc, ne pas pouvoir exprimer avec des mots, avec des termes, notre capacité d'améliorer un espace, donc de l'agrader, en dit long aussi sur la philosophie qui est la nôtre. Pour preuve,
on pense inlassablement à réduire notre empreinte impact carbone. On ne pense jamais, en fait, à nous dire, mais si on avait une empreinte vertueuse, et si le fait d'exister pouvait permettre d'améliorer un territoire? Et en fait, nous, c'est ce qu'on a découvert. C'est ce qu'on partage. On a bien médiatisé notre cause les années passées pour raconter une nouvelle histoire de l'humanité dont on soit fier. Mais ce n'est pas cela dont je vais vous parler ce soir. Je vous invite à regarder, si vous le souhaitez, des conférences sur la désobéissance fertile qu'on a données par le passé. Si le sujet vous intéresse, je serais ravi de pouvoir échanger à l'issue de la conférence autour d'une bière. Mais ce n'est absolument pas de cela dont on va parler. Ce dont on va parler, c'est la ville comme un moyen qui était autrefois de s'affranchir et aujourd'hui qui a une espèce d'assèchement finalement, qui est source de maux parce que les habitants d'une ville ne peuvent pourvoir à leurs propres besoins. Du coup, la gradation en ville, elle n'existe pas finalement. Moi-même, je suis parisien. J'ai vécu plus de 30 ans à Paris et j'aime revenir à Paris. Je kiffe ça. J'adore, vous allez le voir un peu plus loin, me faire mes petits restos asiatiques, avoir toute cette vie cosmopolite qui est hyper riche. Et j'ai appris à apprécier Paris, en fait, depuis que je l'ai quitté. Non, c'est un montage. Mais en fait, c'est une photo qui pourra ressembler à ce que sera une ville d'ici 20, 30 ans avec les crises hydriques que l'on connaît. Donc c'est volontairement provocateur. Mais c'est juste qu'on sait aujourd'hui que l'on va devoir quitter la ville. On sait indéniablement, mais la seule question que l'on se pose, c'est quand et comment. Est-ce qu'on va le faire de gré ou est-ce qu'on va le faire de force? Et tout l'enjeu de cette conférence et aussi de stages d'apprentissage qu'on met en place pour préparer ces installations néo-rurales, ça va être de quitter la ville avec joie, avec plaisir, voire même avec allégresse. Et en fait, c'est ce qui va faire qu'on ne va pas subir nos destins. Donc, voilà, je sais que tout le monde ici n'a pas pour ambition, n'a pas pour vocation de quitter la ville, n'est-ce pas maman? Mais je m'adresse à toi aussi ce soir. On s'est demandé, alors pardonnez-moi parce qu'en me relisant, je me suis aperçu beaucoup de coquilles dans les diapos, donc ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. On s'est aperçu qu'en fait, il y avait une multitude de profils qui aspiraient à quitter les villes. On épluchait les emails que nous recevions avec la désobéissance fertile et on s'est dit, ok, si on devait classifier les gens qui nous envoient des emails, qui on aurait en grande famille de gens qui aspirent à revivre à la campagne? Alors d'abord, et c'est l'immense majorité, les anxieux, l'éco-anxiété. En fait, l'éco-anxiété, c'est un mal de notre temps qui touche toutes celles et ceux qui s'intéressent donc à l'écologie parce que on se demande comment faire. Comment faire pour vivre ainsi? Comment faire pour accepter notre douleur, notre souffrance? Comment faire pour percevoir ce qu'aucune autre personne dans notre humanité n'a perçu jusqu'alors, c'est-à-dire la finitude de notre existence potentielle? Et du coup, ça génère une angoisse, ça génère une anxiété, et c'est souvent cette anxiété qui amène à quitter la ville. Ça fait que dans nos campagnes, nous, on a beaucoup de néo-ruraux avec lesquels nous vivons, et il y a beaucoup de névrosés. Donc, il y a les éco-anxieux. Mais moi, je suis un éco-anxieux, hein, qu'on se le dise. Dans cette famille-là, on a mis aussi tous les collapsologues. Alors, la collapsologie, c'est la science qui théorise les effondrements potentiels. Je vous conseille de lire un super livre, notamment de Pablo Servigne, qui a démocratisé ce terme, « Comment tout peut s'effondrer ». Voilà pour les bonnes nouvelles de ce soir. Ensuite, de quoi nous avons les libertaires, les libertariens. Tous ceux qui ont vu ces dernières années leur espace d'expression se réduire inlassablement jusqu'à se faire museler et qui voient dans le fait de quitter la ville une capacité d'expression retrouvée, de liberté retrouvée. Et donc, ça concerne toutes celles et ceux qui refusaient typiquement de porter le masque en toutes circonstances, dont je fais partie, de se faire vacciner contre leur gré, dont je fais partie, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, ce sont les libertaires. Les troisièmes, c'est ceux qui n'ont plus un rond. Parce qu'on a compris qu'à la campagne, ça coûtait beaucoup moins cher qu'à Paris. Et c'est vrai. Et donc, quand on est au RSA, quand on a de faibles revenus, de peu de moyens, avoir un loyer à la campagne, c'est largement plus accessible que ça ne l'est à Paris. Pour preuve, pour vous donner un exemple, moi j'ai des copains qui habitent dans des appartements dans un petit bourg pas loin de chez nous, ils louent un 50 mètres carrés
entre 200 et 400 euros. Ça donne une idée en fait, de l'échelle qu'il y a entre ce que nous connaissons aujourd'hui à Paris et ce qu'on peut retrouver. Enfin, il y a les parents qui sont soucieux de l'éducation de leurs enfants, qui se disent « mais dans quel monde allons-nous grandir? Quel monde allons-nous offrir à nos enfants ?» Et donc, tout cela aujourd'hui souhaitent quitter la ville, font le pas, et donc il y a toute cette catégorie-là. Et enfin, il y a les rêveurs. Il y a les rêveurs qui se disent « on va créer d'autres modèles, on va pouvoir créer d'autres mondes, on va en faire partie, et donc on va pouvoir entreprendre. On sait qu'on a l'espace pour cela. » Alors, tous ces profils ne s'opposent pas. Je pense qu'on a tous un peu en nous un éco-anxieux, un fauché, un utopiste, un parent et une personne qui aspire à la liberté. En tout cas, tout cela, ce sont des motivations qui nous amènent potentiellement à penser à un ailleurs. Ensuite, il y a ceux, comme toi, maman, qui viennent à cette conférence par curiosité parce que vous ne savez pas encore que vous faites partie de l'une de ces catégories. Mais vous le saurez bien assez tôt ou peut-être allez-vous inventer la vôtre. Alors, avant d'aller plus loin, parce que j'ai commencé à entreprendre de vous raconter l'histoire de ces 4 années passées pour ensuite rentrer dans le détail et dresser des bilans, des conclusions, je vais vous dire tout ce qu'on ne va pas apprendre ce soir. Comme ça, dans vos questions, ce sera clair. On n'apprendra pas à comment trouver un terrain. Alors là, il y a un super livre que vous allez voir à l'entrée qui s'intitule « La désobéissance fertile ». Il est à 18 € en autogestion. Toutes les préconisations pratico-pratiques pour trouver un terrain sont inscrites dedans. Le budget qu'il faut, évidemment, pour s'installer, ce que ça nécessite, ça, on est en train de préparer justement un cycle de stage pour le rendre accessible qui sera à prix libre. Si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment laisser votre email pour qu'on vous recontacte. L'état des lois, parce qu'en fait, personne ne comprend l'état des lois pour s'installer en habitat léger. On n'en parlera pas ce soir, malheureusement. Tout cela aussi figure dans le livre. On ne parlera pas non plus des rapports de force à exercer face aux autorités lorsqu'on veut faire valoir ses droits, ce qui est très intéressant. Et si ce sujet vous intéresse, je vous invite vivement à venir demain, parce que ça va être le thème de la conférence de demain, réussir nos rapports de force politiques à travers des préconisations et des suggestions. Enfin, vous ne saurez pas ici comment trouver votre partenaire ou votre collectif pour vous lancer. Et vous allez voir que c'est très important d'avoir un bon partenaire ou un bon collectif pour se lancer. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous raconter un peu notre histoire. Donc, j'ai grandi dans un environnement assez bourgeois toute ma vie, j'ai cette chance. Et puis, progressivement, je me suis intéressé à des sujets d'écologie. J'ai d'abord quitté mon travail, j'ai travaillé dans la production documentaire, pardon. Et je faisais du lobbying au Sénat, à l'Assemblée, pour essayer de faire adopter des lois citoyennes. Donc, j'ai sorti avec un ami, Alexandre, un film au cinéma, un documentaire, qui raconte une épopée dans laquelle nous sommes parvenus en 2016 à changer une modeste loi sur les semences paysannes. Et à la suite de cette loi, on a entrepris de monter un lobby citoyen, de monter une association qui aide tous les gens qui souhaitent s'investir dans la vie politique pour les aider à s'investir dans les lois. Donc j'ai fait ça jusqu'en 2018 et en 2018, toutes les lois sur lesquelles on s'était investi ont échoué. Du coup, j'ai littéralement déprimé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je ne veux plus avoir à faire du lobbying directement avec les assemblées parlementaires, je veux quitter la ville. À ce moment-là, j'habitais dans une colocation en banlieue parisienne, une colo militante écolo. On avait un jardin de 4000 m², on était 10 à habiter ensemble, on expérimentait le compost, tout ce genre de choses. Donc ça me permettait à ce moment-là d'asseoir une première transition pendant 1 an et demi, 2 ans, avant de quitter Paris, avant de quitter définitivement Paris. Quand je me suis installé dans cette coloc en 2016, je savais que c'était une étape intermédiaire, mais pour moi et pour mes proches, je ne voulais pas quitter instantanément pour rejoindre un écolieu parce que je ne me sentais pas prêt. Du coup, j'ai fait cette étape-là qui a été hyper salvatrice parce qu'elle m'a appris à la fois la joie que c'est de vivre dans un groupe pour quelqu'un qui a un ego surdimensionné, mais en même temps toutes les difficultés qu'on peut éprouver. Et puis surtout, j'ai rencontré Caro, j'ai rencontré ma femme, j'ai rencontré l'amour. Et donc à ce moment-là, elle était animée, elle était en mode van life, complètement libérée avec l'IA. Et je me suis laissé embarquer dans une aventure, on a tout abandonné, on a tout lâché. Et on s'est dit, on va rencontrer toutes celles et ceux en France qui ont créé des initiatives, qui ont créé des utopies et voir comment ça marche. Comment ça marche l'utopie, comme un mode d'emploi en fait. Parce que les seules choses que je ressassais en tête, c'est
je ne veux pas vivre comme ça, je ne veux pas de ces lois, je ne veux pas de cette oppression que je subis et qui me contraint à enfermer mes imaginaires et mes rêves. Je veux aller voir ceux qui vont rêver leur vie. Et donc on part en van, on part plutôt sud-est, sud-ouest de la France, et très vite, on s'aperçoit que les gens qui montent des écolieux ont des cernes jusque-là. Ils sont épuisés. Moi, je me suis dit, je pars d'un écolieu, c'est extraordinaire, on va s'éclater et tout. Et en fait, je tombe sur des gens qui n'avaient de cesse de vouloir pas nous mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt nous mettre en garde sur ce mode de vie. En nous disant, faites gaffe, non, ne vous lancez pas dans un écolieu, franchement, vous avez dépensé trop de temps, trop d'argent. Non, ne faites pas ça vraiment. Et ça a généré beaucoup de doutes en nous. Par contre, la force qu'on avait pendant ce voyage, c'était qu'on avait une vision assez claire et assez, j'allais dire, pure de nos rêves. C'est qu'on voulait créer un espace qui n'était jamais créé. Et donc, le fait qu'on soit à deux, que Caroline soit mon miroir et que je sois le sien, ça faisait qu'à chaque fois qu'il y en avait un qui avait un coup de mou, qui se laissait convaincre que ce que nous faisions était une mauvaise idée, l'autre était toujours là pour lui rappeler le cap. Donc, c'était hyper important, en fait, de vivre dès ce moment-là cette aventure à deux, d'autant plus qu'à l'arrivée, on a eu le sentiment qu'à chaque fois qu'on se lançait dans une nouvelle expérience, il y avait comme des signes, des cadeaux de la Providence qui arrivaient et qui nous disaient « c'est bien ce que vous faites, allez-y ». Et c'est un des plus beaux cadeaux qu'on a reçus, c'est le jour où on a décidé justement d'arrêter de voyager partout. Parce qu'en fait, quand on a un van, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, j'en vois quelques-uns ici qui le font. Quand on a un van, on n'a qu'une envie, c'est de bouger. Comme un escargot qui transporte sa maison portative et qui goûte à la liberté de pouvoir aller où il veut, quand bon lui semble. Et donc, en fait, on était pris de bougeotte permanente. Moi, le premier, je ne pouvais pas rester plus d'une semaine sur un lieu sans me dire que l'herbe était systématiquement plus verte dans l'initiative d'à côté. Et c'est ce qui se passe beaucoup. J'ouvre une parenthèse, nous, on accueille beaucoup de gens sur les lieux où nous sommes établis, beaucoup de gens qui sont notamment en van, qui font du woofing et tout ça, et tous ont envie de goûter chaque lieu les uns après les autres en s'imaginant que le lieu suivant sera toujours meilleur que celui qu'ils ont connu préalablement. Bon, on retrouve ce phénomène-là en amour, évidemment, mais je veux juste mettre en garde parce qu'on peut ne jamais s'arrêter, en fait. Nous, ce qui nous est arrivé, ce qui nous a obligés à nous arrêter, c'est la naissance de notre fille, Mani. Donc, Caro était enceinte, on était à 6 mois, on arrivait au mois de septembre-octobre et il fallait se poser nécessairement pour faire naître Mani, sachant qu'on ne voulait pas aller dans une maternité, on voulait qu'elle naisse à la maison et le van n'était pas du tout adapté à cela. Donc, on a choisi, avec le cœur, un lieu d'établissement qui nous plaisait, à savoir la Corrèze, parce que c'était sauvage, parce qu'on était plutôt bien accueillis. Et la première chose qu'on a fait en nous installant, c'est de signaler notre présence. Et ça, c'est le conseil peut-être le plus important que j'aimerais vous donner ce soir. C'est qu'on a signalé notre présence aux associations locales. On est allé les voir, on leur a dit on ne connaît rien, on ne connaît personne ici. Par contre, on souhaiterait s'investir dans le territoire. Et donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils et c'est ce qui s'est passé. C'était quoi, le 3e jour après que nous nous soyons installés, il y a un repas collectif dans un jardin partagé à Brive qui est organisé, donc on s'y rend et on discute avec tout le monde, on évoque notre projet d'habitat léger, il y a l'idée de désobéissance fertile qui émerge un peu déjà dans nos esprits après le voyage qu'on a fait et il y a l'une des femmes qui est là qui nous dit « mais attendez, il y a un homme qui vit seul dans la forêt depuis 15 ans, dans des cabanes qu'il construit lui-même, en gros qui fait exactement ce que vous rêvez de faire et il est à 10 minutes d'ici. » C'est comme si on avait cherché pendant 6 mois le lieu idéal et qu'on l'avait trouvé à partir du moment où on avait décidé de poser nos fesses quelque part. Et ça a été une sacrée leçon pour nous. Du coup, on rencontre François. On découvre ses cabanes, on tombe éperdument amoureux de ce lieu, un lieu empreint de poésie, un lieu où justement on sent que tout est possible, tout est accessible et on a envie, même si on n'a aucune connaissance comme moi, qui n'avait jamais planté un clou jusqu'alors, de pouvoir tout faire. Et le problème qu'il y avait à ce moment-là, c'est que François, il avait reçu la visite du maire 2 mois avant qui lui avait demandé de démonter ses cabanes parce qu'il ne rentrait pas dans les lois en urbanisme. Moi, je sortais d'une expérience de lobbying citoyen qui s'est soldée par un échec parce qu'on n'arrivait pas à changer les lois, mais j'avais acquis cette compétence d'exercer des pressions politiques et ce goût pour cela. Du coup, on s'est dit, ok, pourquoi on ne ferait pas un échange
à savoir vivons ensemble. Toi, François, tu nous apprendras à vivre dans la nature comme des petits sauvages et nous, on t'apprendra à défendre ton lieu comme il se doit. Et la promesse qu'on s'est faite à ce moment-là, c'est qu'on restera jusqu'à temps qu'on ait la certitude que les cabanes soient debout. Donc on prend cette décision en janvier 2019. À un moment, on hésitait à acheter une forêt de 4 hectares dans le Périgord vert. Et en fait, on s'est dit non, non, là on a le lieu qu'on aime, on a le mode d'emploi aussi avec François, on a une cause noble à défendre, on va vivre cette vie-là ici, aux cabanes, le temps qu'il faudra. Donc entre janvier et mai, il a fallu évidemment construire la cabane, il a fallu l'isoler, il a fallu l'aménager. On était en porte-bébé avec Mani sur nous, on était complètement rincés, complètement inconscients, hein, c'est n'importe quoi. Et on s'installe en mai 2019 dans notre magnifique cabane que vous avez peut-être aperçue dans des reportages, mais qui est toujours là. Donc je vous invite à aller découvrir ce lieu des cabanes qui est absolument magnifique. Et on entreprend cette vie en autonomie. Donc on installe un panneau solaire, on essaye de trouver une source pour faire descendre de l'eau par gravité jusqu'à chez nous. On va récupérer des matelas chez Emmaüs, on installe un poêle tant bien que mal au milieu de la yourte, on rafistole les problèmes d'isolation. Enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer et plus encore pendant toute cette vie-là. Ensuite, donc pendant 1 an et demi, on travaille vraiment à vivre en collectif. Il y a d'autres gens qui nous rejoignent. On commence à former un collectif, ce qui était le souhait de François et qui n'était pas parvenu à réaliser jusqu'alors parce que les gens qui venaient restaient 1 mois ou 2, apprenaient à construire une cabane et repartaient dans leur ville pour continuer leur vie. Et là, on a commencé à structurer un peu mieux le groupe qu'on était, à essayer de voir ce qui nous rassemblait. En fait, on a très vite su ce qui nous rassemblait, c'est la défense des cabanes. Et donc, Justine nous a rejoints, Adriane nous a rejoints, une famille nous a rejoints et on a très vite été un petit collectif à vivre ainsi. Et en fait, les difficultés ont commencé à se multiplier. Le bras de fer avec la mairie, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, j'en parlerai plutôt demain, mais on a commencé à être dans le dur et il fallait prendre des décisions. On avait sacralisé des temps de décision et il y avait un gros problème, c'est qu'à chaque fois qu'on prenait une décision de groupe, François avait une voix prépondérante parce qu'il était le propriétaire du terrain. Et en fait, on s'épuisait dans des réunions parce que quand on est dans des associations, quand on est dans des collectifs, on passe son temps à faire des réunions. On a cette maladie en plus en France qui est cette réunionnite aiguë. Et en fait, non seulement on passait du temps dans les réunions, mais ces réunions, les décisions n'étaient pas effectives. Du coup, en août 2020, alors qu'on n'avait pas trouvé de solution pour défendre les cabanes, enfin, on n'avait pas résolu cette affaire de cabane, on avait déjà entrepris avec Caroline de trouver un autre terrain pour nous dire on veut partir, en tout cas rester le temps qu'il faudra pour finir cette aventure militante et dès que ce sera fini, impulser notre propre projet. On trouve le terrain à 1 heure de là, sachant que quand je vous dis cela, on a l'impression qu'on est fâché. Alors on s'est beaucoup fâché les uns les autres, on s'est engueulé, on a pleuré, on a rigolé, on a crié, on s'est haï, mais on s'aime énormément. Et avec François, on a un amour profond les uns pour les autres et l'aventure qu'on a vécue ensemble nous lie à tout jamais. Mais on savait que bon, parfois, pour mieux s'aimer, il faut se quitter. Et donc, on a choisi un terrain qui soit à proximité des cabanes, de façon à ce que si un jour, il faudrait défendre ces cabanes, on pourrait y venir, quand bien même en vélo, pour les défendre. Donc, on a trouvé un terrain qu'on a acheté avec l'association Désobéissance Fertile, en mai 2021, qui est à 100 km des cabanes, et pour lequel je suis allé l'été dernier marcher de chez nous aux cabanes à pied pour trouver des sentiers comestibles. C'est génial à faire, c'est 5 jours, je vous invite à le faire, je vous donnerai les cartes hygiène si ça vous intéresse. Et donc on a trouvé ce terrain en mai 2021 dans lequel nous sommes installés. Ce terrain s'intitule le Croissant Fertile, et on y vit depuis juillet 2021. En fait, ce qui s'est passé dans ce laps de temps-là, c'est que dans le rapport de force qu'on avait entrepris, puisque c'était un rapport de force qui était médiatique avec les autorités, on a signifié au maire et puis en fait directement au préfet que s'il y avait une injonction de déplacer ou démolir les cabanes, eh bien le lieu serait une ZAD. Et comme on avait énormément de soutien militant à ce moment-là, eh bien en fait le procureur a demandé au maire d'abandonner les poursuites pour ne pas qu'il y ait des centaines de gens, de punk à chiens qui débarquent pour faire d'une banlieue briviste paisible et tranquille un nouveau lieu de lutte en France.
Et donc les poursuites ont été abandonnées à l'été 2021, après qu'on ait longtemps transpiré. Et c'est pour ça qu'on a pris ce timing-là pour ensuite quitter les cabanes. Une ZAD, c'est une zone à défendre. C'est Notre-Dame-des-Landes, c'est voilà, tous ces lieux qui deviennent emblématiques et d'où nous parlerons demain dans les rapports de force politiques. Donc voilà pour l'histoire. Donc depuis juillet 2021, on vit aux cabanes. Vous avez vu la yourte dans laquelle on vit avec les filles. Il y a chaque année des habitats légers qui commencent à émerger. On a construit une immense figue là à la fin de l'été. Il y a aussi un mobil-home, une tiny house, un chapiteau et petit à petit de nouveaux habitats qui y figureront. Il y a un collectif qui y redémarre et donc on poursuit notre aventure collective. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous dire une chose, c'est que en mai 2021, quand il a été question d'acheter le terrain de la désobéissance fertile, moi, j'étais pas du tout chaud pour qu'on l'achète avec l'association. J'ai dit, voilà, ça fait 4 ans maintenant que je vis en collectif, j'en ai marre, Caro. Je veux vivre seul, je veux qu'on achète le terrain, qu'on accueille les gens, et puis voilà, au moins on est peinard, personne ne risquera de nous virer, et voilà, on s'assure un peu de sécurité. Et c'est elle qui m'a dit, écoute Jojo, si on fait ça, ça veut dire qu'on abandonne nos ambitions, ça veut dire qu'on abandonne nos rêves. Donc, très clairement, si on le fait, on va devenir, toi et moi, comme tous ceux qu'on dénigre, c'est-à-dire qu'on va avoir un pouvoir supérieur aux autres, et donc toute l'expérience qu'on entreprendra sera un échec nécessairement. Donc, mettons-nous à poil, faisons-le, quitte à échouer, on témoignera, et au moins ça servira aux autres pour ne pas se casser les dents. Du coup, c'est à contre-cœur que j'ai acheté le terrain avec l'association, que je vous le dise. Je voulais être un petit propriétaire terrien moi aussi, et je ne vais pas faire mon fier maintenant. Donc on a fait ça, et on a réentamé une vie collective à travers l'association, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut se faire virer de notre association et se faire virer du terrain. Bon, on espère bien choisir les habitants de façon à ce que ça n'arrive pas tout de suite au moins. Et puis surtout, on prévoit des habitants qui sont facilement démontables pour qu'on puisse trouver un autre terrain d'établissement si ça devait arriver. Donc voilà pour l'histoire. Alors, on va prendre un micro, comme ça, ce sera peut-être où je te passe le mien. Simplement, concrètement, ça veut dire quoi? Le terrain est acquis par l'association, d'où vient l'argent? Oui, tout à fait. Alors, c'est la raison pour laquelle on avait le choix d'être nos propres propriétaires. C'est qu'on a avancé la somme à l'association, une somme de 50 000 € qui se doit de nous rembourser. C'était en fait nos fonds, les économies que Caro a mis de côté, moi le capital que mes parents m'ont offert pour pouvoir me lancer. Et en fait, on a tout mis dans l'association, sachant que généralement, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, mais ce qu'on fait, c'est qu'on crée des SCI, c'est des véhicules juridiques qui sont parfaitement adaptés pour avoir des parts dans des terrains comme ça et assurer des sécurités à ceux qui amènent le capital pour ne pas justement qu'ils se fassent, non pas détrôner, mais qu'ils se fassent voilà, putcher par les usagers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, on va... Tu m'avais dit quand même que vous aviez un principe, c'était que la forêt et la terre n'appartiennent à personne. Donc vous ne vouliez pas reprendre le rôle de François, devenir des François. Exactement. Et au contraire, faire que acheter le terrain par une association, c'était une façon de ne pas être vraiment propriétaire. Merci Yvan, tout à fait. Tu as raison de le préciser. En fait, pourquoi on a acheté avec une association? C'est justement pour sortir de la propriété telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est que l'association des obéissances fertiles met à disposition le terrain à une autre association qui est celle des habitants du lieu, du croissant fertile, de façon à ce que le terrain soit en gestion pour les habitants, sans que l'asso n'ait de main mise dessus, et que le capital, enfin le foncier, détienne à l'association, mais qui ne va rien en faire, voire même qui cédera ce terrain à un fonds de dotation de façon à ce qu'il ne puisse plus jamais être vendu. Donc voilà, c'est en réflexion, c'est dans les statuts. S'il y a des gens parmi vous qui ont des connaissances d'ailleurs au niveau juridique pour travailler sur des statuts types à la fois pour nous mais qu'on pourrait proposer, parce que tout ce que l'on met en place est expérimental, bien venez me voir à la fin de la conférence. Je serai très heureux de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Donc voilà pour l'histoire de façon factuelle. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le retour d'expérience. J'espère que ce n'était pas trop long, pas trop chiant. J'avais prévu d'être plus drôle, mais en fait, comme je suis un peu stressé, ce n'est pas si marrant. Alors, très synthétiquement, on est passé par plusieurs étapes d'installation. Le voyage en van, ça a été notre découverte de l'habitat léger. En fait, quand il a fallu aller dans des toilettes qui étaient la forêt avec juste un rouleau de papier toilette, quand il a fallu se laver avec un bidon de 10 litres, quand il a fallu charger notre téléphone avec un tout petit panneau solaire, on a expérimenté à ce moment-là la sobriété. Et on ne le savait pas, on n'avait pas mis de mots dessus,
mais en fait, ça fait qu'on n'a pas été pris de court quand on était dans la cabane, parce que comme pendant 6 mois, on avait vécu comme ça, en plus avec notre fille aînée, on avait acquis des réflexes. Et c'est en cela que le fait de voyager, le fait de faire du woofing, le fait de camper, le fait de vivre en van et d'expérimenter cela, ça nous conditionne, ça nous habitue à ces mécanismes de sobriété. Ensuite de quoi, on avait ce petit chalet et la photo que je vous ai choisie où on voit le magnifique San Caro, c'est la naissance de Mani. Elle est née à la maison, c'est 10 minutes après sa naissance, donc c'était dans ce chalet dans lequel on était dans un hameau complètement perdu. Et là, j'aimerais quand même marquer une pause. Parce que là, c'était un cauchemar. En fait, là, on sourit, évidemment, on met tous des photos de nous qui sourions. Mais à ce moment-là, mon visage, il ne vous le dit pas, mais je suis en dépression. Je vis une énorme dépression. C'est-à-dire que je quitte Paris, où j'avais une vie sociale assez riche, assez dense, j'avais plein de copains, des sorties culturelles, pour m'enfermer avec ma femme et sa fille, qui n'était pas encore ma fille à ce moment-là, tous les trois, dans un chalet, perdus sur une colline, avec pas âme qui vive à des kilomètres à la ronde, sans réseau internet, et je me dis, et je passe le pire hiver de ma vie. Vraiment, je me tape la plus grosse dépression jamais connue. Tous les soirs, à la nuit tombée, à 18 h, j'ai des crises d'angoisse qui me prennent véritablement en questionnant ma vie, j'ai des bouffées de chaleur qui montent, et en fait, j'ai cette espèce de FOMO qu'on connaît, c'est Fear of Missing Out. C'est cette idée de se dire qu'en fait, la vie passe, et moi, je suis à côté de la vie, en fait. Et donc, je vis un enfer. Un enfer. Si bien que quand on s'installe dans la cabane, donc les beaux jours arrivent, quand les beaux jours arrivent, tout va mieux. On voit les fleurs, on voit les plantes, enfin voilà, tout se résout. C'est pour ça qu'on sourit de nouveau et puis on se sent apte à s'exprimer. Mais j'appréhende l'hiver. J'appréhende énormément l'hiver prochain. Je me dis, mais je vais encore me taper cette déprime. Il s'avère que nous, les êtres humains, on a une capacité d'adaptation qui est formidable. C'est qu'en très peu de temps, on peut reformater notre disque interne. Et l'hiver suivant, j'ai passé un hiver de rêve. C'était tranquille, j'avais mon cocon, j'avais le feu dans la cabane. J'aspirais juste à une chose, c'est que la nuit tombe à 18 h, que les filles aillent se coucher, qu'on fasse nos activités avec Caro, où on allait pouvoir creuser nos cuillères, où on allait pouvoir faire du tricot. C'est hyper cliché ce que je vous dis, hein, volontairement. En fait, on regardait des films Netflix. Non, on n'avait pas du tout Internet, donc on ne pouvait pas le faire. On lisait, on écrivait, on faisait ces choses-là, mais j'ai passé un hiver formidable. Mais je suis passé par une phase de déprime incommensurable. Et vous allez vous taper la même phase de déprime, parce qu'en fait, c'est hyper initiateur. Et souvent, les anciens nous disent « Oh là, toi, on va passer l'hiver, après on se reparle pour le suivant. » Parce que les gens craquent au bout d'un hiver. C'est vrai, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de fête. Et donc, sachez-le, le premier hiver va être chaud. Voilà, ça c'est conseil numéro 2. Il y avait de la neige, oui, c'est vrai. Donc, on fait cette vie dans le chalet, on vit dans la cabane, chichement, mais avec beaucoup de joie. Et enfin, on s'installe dans la yourte, sachant que la yourte est toujours un habitat transitoire, parce qu'on est en train de concevoir l'habitat de nos rêves. Donc, je me permets de lancer un nouvel appel. Architectes, réveillez-vous, nous sommes avec vous. En habitat léger toujours. Au niveau du timing, on est moyen. Alors, on a essayé de synthétiser ce qu'on pense avoir réussi. La première des choses, c'est d'avoir fait, comme je vous ai montré dans la chronologie, plusieurs étapes avant d'arriver dans la cabane. Moi, j'ai des gens, souvent, qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, j'en ai eu marre, je me suis barré avec mon mec, on a pris une caravane et on s'est posé dans un terrain où il y a de l'eau et tout. Mais au bout de 3 mois, on en a eu marre, on est rentré à Bordeaux. » Il y en a plein qui font ça. Et en fait, ces étapes successives, elles sont hyper importantes. D'aller d'abord passer du temps, d'aller voir quel est le besoin véritable que l'on a en termes de confort. Parce qu'on questionne en fait. Ok, bon, bah, l'eau chaude, je peux lâcher. Par contre, avoir des toilettes et une vraie cuvette, ça je lâche pas. Avoir de la lumière, ça je lâche pas. Peut-être, voilà, on va vraiment jauger notre limite à chacun. La deuxième des choses, c'est d'avoir vu plein d'autres formes d'organisation. On est allé voir des systèmes sociocratiques, on est allé voir des gens complètement anarchistes, on est allé voir des systèmes hyper autoritaires. Du coup, ça nous a permis aussi de savoir, d'affiner notre pensée, d'affiner notre projet. Et en cela, je vous conseille vivement d'aller voir les gens qui initient des projets aujourd'hui parce que leurs portes sont ouvertes. S'ils le font, c'est pour partager, c'est pour permettre à d'autres de vivre des expériences semblables. Donc, avant de lancer votre propre projet, allez voir ce qui se fait.
Il y a un site internet qui s'appelle Woofing, qui s'écrit W2OFING, dans lequel il y a plein de projets, parfois en maraîchage, d'autres en construction, des fermes. Il y a une multitude de choses et les gens nous offrent le gîte et le couvert en échange de quoi nous les aidons dans la journée. Ça, c'est une magnifique expérience qu'on peut s'offrir le temps d'un week-end, le temps d'une semaine, pour voir voilà, ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Et nous, le fait d'avoir fait ça, ça nous a beaucoup aidé. Le fait d'avoir trouvé un réseau associatif aussi, ça nous a fait gagner énormément de temps sur l'écosystème dans lequel on allait arriver. On n'avait aucune idée de la culture locale, on n'avait aucune idée du lieu dans lequel on était. Et en fait, d'avoir des assos écolo locales qui avaient à cœur de nous aider, parce qu'en plus, les gens dans les associations veulent recruter, veulent des forces vives. Donc en fait, c'est un vivier incroyable de connaissances qui sont mises à nos dispositions. Le fait d'être allé voir ces gens directement, ça nous a permis tout de suite de trouver les cabanes, de trouver le lieu où on allait s'établir et de démarrer notre projet. Évidemment, d'avoir rejoint un projet existant, là encore, ça rejoint ce que je disais préalablement, avant de monter le nôtre. Souvent, on veut se lancer avec plein de livres qu'on a lus, plein de documentaires, c'est génial, on sait faire de la perma parce qu'on a vu 15 vidéos et qu'on a lu 3 livres. Non, en fait, c'est bien de rejoindre les projets des autres parce qu'on a un regard extérieur. Et nous, le fait de voir toutes les failles qu'il y avait dans la vie collective aux cabanes, ça nous a permis, là encore, d'ajuster ce qu'on voulait mettre en place au Croissant Fertile. Je vais y revenir un peu plus loin d'ailleurs aux cabanes. Ne pas avoir attendu de tout savoir pour se lancer. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me juge énormément. Je me dis très souvent, non Jonathan, tu ne peux pas construire une yourte, tu ne sais pas le faire. Non, tu ne vas pas faire un jardin, tu n'as jamais planté un haricot, tu ne vas pas te lancer maintenant. Et en fait, accepter l'échec. C'est OK l'échec. Il y a une phrase magnifique, c'est Nelson Mandela qui l'a prononcée. Il disait, dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est exactement cela. Ce sont nos échecs qui nous apprennent. Donc, je nous invite à avoir beaucoup plus de légèreté par rapport au fait d'échouer. C'est OK, en fait. Non seulement c'est OK, mais moi, je préfère qu'on me raconte ces échecs plutôt qu'on me raconte comment tout a réussi. Parce qu'en fait, je ne vais rien apprendre de ce qu'on a réussi. Par contre, des échecs, on apprend énormément. Et surtout, ne pas laisser les pensées des autres avoir un impact sur nos rêves. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de rêveurs, on a besoin d'utopistes, on a besoin de créer des formes de vie collective, on a besoin de créer des systèmes politiques, des systèmes de résilience alimentaire, des nouvelles formes de construction, d'éducation. On a besoin que ce monde émerge en fait. On n'a pas besoin de gestionnaires. Et du coup, faire fi de toutes les critiques qui peuvent être faites relatives aux expériences vécues par les anciens, ça nous a permis en fait de maintenir notre cap, de maintenir notre vision, quitte à se prendre les murs qu'il fallait, mais au moins continuer à rêver. Et ça, c'est vraiment un enseignement hyper important, c'est qu'on croit bien faire en dissuadant les gens de ne pas reproduire les mêmes erreurs que les nôtres, alors qu'en fait, c'est la pire chose parce qu'on les paralyse. Et l'expérience vécue à un instant T dans un lieu donné n'est pas celle qui va être vécue par un autre. Donc maintenant, on va passer aux échecs. C'est qu'en fait, on a voulu tout faire trop vite. On a voulu monter la cabane, bam bam, vivre avec nos filles dedans, bam bam aussi. Et en fait, on s'est fait un burn-out dans la forêt. Alors quand on dit ça à nos copains, ils se foutent de notre gueule, littéralement. Mais on s'est fait un burn-out forestier. Et parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on quitte la ville qu'on va laisser de côté nos schémas de tout de suite, instantanément, que nous offre la technologie. Et en fait, l'histoire avec la campagne, c'est que ce n'est pas du tout le même rapport que celui avec la ville. C'est qu'il y a une multitude de choses quand on veut pourvoir à ses propres besoins. Et si on veut le faire rapidement, ça ne nécessite pas 4 heures, mais 24 heures par jour. Et en fait, on ressort de là, on n'a qu'une envie, en fait, c'est de retourner chez ses parents, dans une couette au chaud, pleurer, hein, maman. Et se dire, on arrête tout et on met tout de côté. Nous, on s'est cramé avec Caro. Mais aujourd'hui, je vous dis ça, c'est OK et on continue à se cramer en fait. Moi, je me fais toujours une petite dépression annuelle. Mais je le sais. Voilà, je sais que là, je vais arriver dans ma phase hivernale où j'ai tout donné cette année. Du coup, je vais exploser. Mais bon, comme c'est la 5e année où je le fais, j'ai du recul. J'arrive à le vivre. Le gros souci qu'on a connu aux cabanes et qui a fait qu'on a, au bout d'un an et demi, on s'est dit qu'on voulait partir déjà, c'est qu'on n'avait pas de règles de vie collective véritables. On avait l'idée de nous dire on va défendre les cabanes, on avait l'idée de nous dire on va vivre nos rêves, mais on n'avait aucun moyen pour trouver des terrains d'entente communs.
on n'avait aucune façon de gérer nos conflits. On n'avait pas d'outils, en fait, d'intelligence collective. On avait la prétention de vivre en collectif sans être armé pour cela, sans être outillé pour cela. Et en fait, ça nous a fait perdre un temps fou. Ça nous a fait nous fâcher là où on aurait pu trouver des terrains d'entente. Et aujourd'hui, on le voit parce qu'on est accompagné par un collectif formidable qui s'intitule Bascule Argoat, qui est un collectif de facilitateurs qui aide les projets émergents collectifs. Eh bien, on a établi aujourd'hui une vision commune pour le croissant fertile. On a des règles de vie collective. On sait comment inclure un habitant de façon à prendre notre temps. On sait aussi comment exclure. On a établi un règlement intérieur. Ça prend un temps fou tout ça, mais c'est absolument nécessaire pour espérer avoir un socle qui soit sain lorsqu'on vit avec nos voisins. Et ne pas l'avoir fait, là, ça nous a époumonés. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui désespèrent de la vie collective, qui après avoir vécu une ou deux expériences, quittent littéralement ces aventures-là pour revenir à une vie plus individuelle, plus familiale, même dans leurs projets néo-ruraux, parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de collectif, ils en ont été dégoûtés. Il faut en fait avoir tout un tas de règles sans jouer à reproduire l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Il nous faut des règles de vie collective. Dans notre cas, on était tellement happés par notre envie de montrer qu'il était possible de vivre autrement qu'on a accepté trop d'inconfort. On passait notre temps en fait à balayer parce qu'on avait un sol en terre battue sur lequel on posait des tapis, alors que si on avait mis plus de temps pour nous installer, on aurait pu réfléchir à juste mettre un plancher. Mais ça paraît fou, mais c'est vrai en fait. Si on avait pris 2 mois ou 3 mois de plus pour s'installer, on ne se serait pas pris la tête pendant les 2 ans et demi à balayer tout le temps pour enlever les poussières parce que Mani était à 4 pattes et essayer de rendre plus sain l'habitat. Voilà, on a été un peu inconscient, mais là aussi, on a appris de cette erreur. Et aujourd'hui, dans le lieu dans lequel on est au Croissant, dans la yourte, on arrive à trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'on a un super poêle, parce que c'est la base, le poêle dans un habitat, c'est notre meilleur ami. On a une installation solaire qui est relativement modeste, avec 6 panneaux, mais qui nous permet de pourvoir à tous nos besoins, c'est-à-dire nos téléphones portables, nos ordinateurs, 1 ou 2 petits appareils électroménagers et surtout nos appareils électriques, parce que depuis qu'on a quitté les cabanes, on s'est acheté une visseuse et une scie circulaire et ça nous change la vie. Donc voilà, on a accepté beaucoup d'inconfort parce que c'était le choix de vie de François et que les habitants des cabanes devaient vivre de cette façon-là. L'autre grosse erreur qu'on a commis, c'est qu'on s'est lancé à corps perdu. On est arrivé avec notre projet, on va aller et on sait exactement ce qu'on va faire, ça va faire du bien à la population. C'est une forme de prétention en fait qu'on avait acquis sans évaluer véritablement mais de quoi a besoin le territoire en fait. Comment je peux lui servir, non pas à partir de mon désir, mais à partir du leur, de façon à me rendre indispensable, de façon à faire en sorte que si un jour j'ai un souci administratif de par mon installation en habitat léger parce que les lois ne me le permettent pas, eh bien, je sois tellement indispensable aux yeux des habitants que jamais le maire n'osera m'inquiéter. On en parlera demain plus amplement. Mais ne pas avoir évalué ces besoins de la population avant de nous être lancés, eh ben, ça fait qu'aux yeux parfois des anciens, on est passé pour des gens prétentieux, des gens hautains. Et ça nous a desservi. Alors que les premiers mois d'installation, et je vais y revenir un peu plus tard en deuxième partie, les premiers mois d'installation sont les plus importants. L'image qu'on va donner lors de ces premiers mois nous collera à la peau pendant toutes les années qui vont suivre. Donc faites gaffe en vous installant à la campagne lors de votre exode urbain, parce que cette première impression sera celle qui restera. L'autre erreur qu'on a commis, c'est qu'on est resté en fait avec les babos, on est resté avec les gens en instruction en famille, on est resté avec voilà, ceux qui font les cercles de femmes, les cercles d'hommes et tout ça. Et en fait, on s'est vraiment coupé des événements, on s'est coupé de toute une vie potentielle, on s'est coupé d'amitié, on s'est coupé de tout un tas de choses. Alors quand je dis on s'est coupé, je parle de l'expérience aux cabanes. On a essayé de ne pas reproduire justement cette expérience au Croissant Fertile, là où nous sommes actuellement, et on s'en sort plutôt assez bien. C'est pour ça qu'on se permet de jauger cet échec, parce qu'on voit que très vite, quand on s'intéresse à la population, quand on s'intéresse à la culture du territoire, et ben en fait, on est très vite accepté par les habitants d'un lieu. Oui. Alors là, nous sommes à 45 minutes, mais nous allons faire 55 minutes.
Toujours. Pourquoi est-ce qu'on a quitté les cabanes? On nous pose souvent cette question et je veux y revenir assez succinctement, même si j'ai déjà évoqué il y a de cela quelques minutes, parce que ça permet de comprendre voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va quitter un projet. Alors déjà, nous on avait fait le tour avec François, c'est-à-dire qu'il nous avait transmis énormément de choses, il aurait pu nous en transmettre de nombreux autres, mais grosso modo, on avait compris le fonctionnement. Du coup, ce temps de 2 ans là, de transition avec le lieu des cabanes était parfait pour nous familiariser. Ensuite de quoi, on avait obtenu une garantie disant que les charges pesant sur les cabanes allaient être abandonnées. Du coup, youpi, extra, on était fiers de nous, on pouvait quitter les cabanes sans avoir eu le sentiment de trahir François et les autres habitants, et plutôt en ayant le sentiment d'avoir accompli notre devoir. Comme je vous le disais, il y avait ce manque de vision commune et surtout ces prises de décision autoritaires qui faisaient que quand on essayait tous de prendre une décision en réunion, François, du fait qu'il soit propriétaire, décidait sur les autres. Et c'est ce qui se passe tout le temps dans les projets en fait. On l'a vu, c'est une espèce de systématisation, un mécanisme inconscient. On a beau dire qu'on veut rendre le pouvoir le plus horizontal possible, il y a énormément d'enjeux de pouvoir invisibles qui se déroulent, qui se passent et dont on s'aperçoit au fur et à mesure du temps. Et d'ailleurs, j'ouvre une nouvelle parenthèse, c'est qu'il y a une organisation qui s'intitule l'Université du Nous, qui développe tout un tas d'outils pour aiguiller les associations et les collectifs de façon à mettre en lumière ces prises de pouvoir invisibles, de façon à mettre en lumière ces mécanismes inconscients qui se jouent, de façon à pouvoir créer des contre-pouvoirs, des leviers là-dessus pour ne pas qu'ils puissent s'exercer. Et enfin, on a quitté le lieu parce que du fait qu'il y ait un seul propriétaire, qu'on ne puisse pas l'être nous-mêmes, en fait, il n'y a aucune perspective d'avenir pour développer notre propre vision, en tout cas nous inclure dans la vision existante pour la bonifier. Donc on a quitté les cabanes pour ça. Eh bien, on s'arrête ici pour cette première partie. Alors après cette petite page de boisson, nous allons reprendre sur les idées fantasmées que nous pouvons avoir. Mais avant de vous raconter celles qu'on a pu fantasmer ou qui nous a été relatées, j'aimerais savoir si vous avez un peu des fantasmes aussi sur ce que ça peut être la vie rurale, parce que je pense que ce serait hyper enrichissant de savoir qu'est-ce que ça va nous apporter en fait. Pourquoi on partirait? Qu'est-ce que ça fait de vivre à la campagne? Bon, je vais... Ah, il y a une question. Pourquoi partir alors qu'on est... Non, alors ce n'est pas la bonne question, la question porte sur les fantasmes. Donc, comme je dispose du micro, je ne vous le laisserai pas, je serai autoritaire. Je plaisante. Ok, alors, il y a une suggestion d'idées, allons-y sinon. Nous, on a vu beaucoup de gens qui nous disaient je quitte la ville parce que j'en peux plus de mon job, j'en peux plus de ma vie, de ma famille, j'en peux plus de ne pas faire d'activité. Et du coup, le fait de partir à la campagne, ça va résoudre mes problèmes. Faux. Le fait de partir à la campagne avec ses problèmes ne va que faire amplifier tous ces problèmes. Du coup, voilà, comme le mariage, exactement Alexandre. Du coup, on est entouré de névrosés autour de nous. Les néo-ruraux sont des dépressifs pas drôles, éco-anxieux, et du coup tout le monde repart avec ses casseroles. Donc ne vous imaginez pas que l'herbe sera plus verte. Alors moi, j'en ai marre de ce monde capitaliste, compétitif, je veux vivre en collectif. Oui, c'est le collectif qui me parle. Mais bien sûr, moi aussi le collectif, c'est ce qui me parle. Mais en fait, le collectif, là aussi, ça ne va faire qu'exacerber nos propres blessures. Donc si on ne va pas travailler d'abord à l'intérieur de nous-mêmes, avant même d'être parti, pour voir qui nous sommes, qu'est-ce qui nous freine, à quel moment je me mets en colère, comment je peux voir ces colères avant d'y aller et faire tout ce travail préalable, en fait, on va exploser. Et il s'avère que la plupart des collectifs qui se montent, du fait qu'il n'y ait pas d'outils d'intelligence collective, du fait que les gens aient voulu se lancer dedans à corps perdu sans même avoir eu non pas une formation, mais en tout cas avoir imaginé véritablement ce que serait la vie en collectif, fait que du fantasme à la réalité, ça ne va pas du tout. Et c'est normal d'ailleurs, on ne peut pas en vouloir parce que moi par exemple, ça fait 6 ans que je vis en collectif et je pète toujours un câble. Mais imaginez-vous, aujourd'hui j'ai 36 ans, c'est-à-dire que pendant 30 ans, j'ai été sevré à la compétition, à être le meilleur, à voir que mon voisin serait mon ennemi, à voir qu'il fallait que je surpasse les autres. Comment voulez-vous
que du jour au lendemain, nous puissions nous dire que nous allons cohabiter, que nous allons faire ensemble. Mais ce n'est pas possible. Il faut être lucide. Donc ça prend du temps de vivre en collectif. Et croire que la vie en collectif résoudra, là encore, les fonctionnements actuels, c'est un leurre. Pourtant, c'est une nécessité. Et ça, c'est l'objet d'un futur livre qu'on va écrire avec Caroline. C'est que le 21e siècle sera collectif ou ne sera pas. Voilà. C'est-à-dire que soit nous changeons de modèle pour apprendre à vivre ensemble, soit nous allons tous nous éteindre. Oui, Alexandre. Donc le 21e siècle sera collectif, mais on sent dans ce que tu racontes, et bon, moi je suis allé voir les cabanes, etc. Et ce qui est très frappant quand on voit les cabanes, c'est que quand on entre dans la cabane, alors il y a des hommes, il y a François, il y a Jonathan, quand on entre dans la cabane, il y a des statues de femmes, plus ou moins dénudées, et on a l'impression, est-ce que en fait, aussi, voilà, pardon, quand tu racontes comment ça se passe, quand tu racontes ton histoire, quand tu racontes votre histoire, à tous les moments décisifs, on sent l'ombre de Caroline, on sent la main de Caroline qui intervient. Et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est un homme qui nous raconte tout ça, et j'ai l'impression que c'est l'entrée dans un monde, dans un matriarcat. Tout à fait. Dans un monde sur des valeurs féminines, et que pour que ça fonctionne, il faut abandonner un peu la compétition, il faut abandonner le droit de propriété, et en fait, il faut se rapprocher d'un modèle qui serait plus, entre guillemets, même si on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, féminin, et tout ça dans une planète qui est la planète Gaïa, et qui est aussi un espèce d'être féminin. Ouais, je te dis les réactions, ça me frappe en t'écoutant. Oui. En fait, la pensée qu'on développe et qui est à l'initiative de Caroline, parce qu'elle m'influence énormément chaque jour par rapport à cela, c'est qu'on ne peut pas espérer changer de monde sans se changer à l'intérieur, sans se changer soi-même. Et en fait, il y a une espèce de rencontre entre le micro et le macro, à savoir qui nous sommes intrinsèquement et quel monde nous souhaitons avoir et vivre. Et en fait, moi, ce que j'ai constaté jusqu'alors, c'est que dans les associations, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, sur le papier, étaient des gens formidables. Ils avaient une asso qui allait empêcher la déforestation, ils étaient véganes, éco-responsables, et patati et patata. Mais en fait, quand tu creuses l'histoire, c'est des gens qui ne savent pas vivre en groupe, qui sont complètement égocentrés, qui sont susceptibles à n'en plus pouvoir. On a eu ce cas-là récemment avec quelqu'un qui voulait rejoindre le lieu. Et en fait, c'est hyper important que, je ne sais pas si on peut appeler ça une forme de féminisation, mais en tout cas qu'il y ait une vision systémique qui change véritablement. C'est nécessaire parce que, et je rouvre une parenthèse en rapport à ton observation, Alexandre, jusqu'alors on s'est concentré à vouloir changer les lois. Sauf qu'on est dans un système prédominant nommé le capitalisme, dans lequel ce sont les richesses produites qui vont mesurer l'état de santé d'une nation, à savoir le PIB, le PNB, les indices de croissance annuels. Comment espérer finalement être dans un monde où nous collaborons avec les autres espèces vivantes quand notre outil de mesure, notre outil d'analyse est biaisé en fait? Et c'est là où il y a une réflexion profonde à anticiper. Il y a des pays d'ailleurs qui anticipent cela à travers le Bhoutan qui nous parle du bonheur national brut et ce genre d'indicateurs. Mais au-delà même des indicateurs, comment espérer répondre aux défis de notre siècle, aux défis de notre humanité, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement notre siècle, mais c'est notre humanité, sans alarmer quiconque, sans changer véritablement de posture, sans sortir d'une posture de domination à l'encontre des êtres vivants, de prédation, exactement. C'est absolument nécessaire. Et par conséquent, la seule voie, c'est de sortir de nos schémas individuels pour tendre vers des schémas collectifs. Mais comme on n'a jamais été formé à cela, on a tendance à croire que ce n'est pas dans notre nature. Or, c'est faux. Simplement, il faut changer notre conditionnement. Il faut changer notre travail et ça prend peut-être 1, 2, 3 générations. Je ne sais pas le temps que ça prend. Personne ne le sait. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas armé aujourd'hui à vivre en collectif. Je vois que je continue à le faire et je continuerai à le faire jusqu'à mon dernier souffle. Donc, je m'améliore chaque jour. Je suis OK pour m'améliorer. Mais ce n'est pas intuitif pour moi. Je pense je suis un être égoïste, Jonathan, qui a tendance à s'améliorer. Voilà. Parce que l'important, c'est le chemin, ce n'est pas l'arrivée. C'est ce que je me dis tous les jours. L'autre fantasme que l'on a,
C'est que l'autonomie, elles peuvent se vivre seule ou avec sa famille en partant. Mais en fait, il faut se rendre compte de ce que c'est quand on parle d'autonomie, que ce soit énergétique, que ce soit pour l'habitat, que ce soit en termes d'alimentation. Enfin, c'est impossible d'être autonome. Nécessairement, il faudra faire avec les autres. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas les survivalistes. Pour moi, les survivalistes, ils ont une durée de vie de 6 mois. Ils vont sauter dans 6 mois. C'est-à-dire qu'ils vont être là dans leur bunker et leur boîte de conserve avec leur M16, et en fait, ils vont croire qu'ils vont pouvoir cultiver leur truc tout seuls, mais ils ne vont pas s'en sortir. L'autonomie, elle est collective. Elle est collective, pardon. Et nous, cela, on l'expérimente dans le territoire dans lequel nous sommes. Je vais y revenir un petit peu plus loin, mais c'est un territoire formidable parce qu'il y a énormément de néo-ruraux qui viennent lancer des projets de maraîchage collectif, parce qu'il y a des idées d'épicerie solidaire autogérée. Je vais y revenir. Il y a toutes ces formes de coopération, de gratuité, d'entraide qui se mettent en place où on peut réinventer de nouvelles formes de choses. Mais toutes celles et ceux qui pensent qu'on va pouvoir s'en sortir seul, ils se trompent. L'autre fantasme, c'est de se dire bah oui, moi je choisis de quitter la ville, de vivre mon exode urbain parce que je veux réduire mon empreinte carbone. Mais on s'en fout en fait de réduire son empreinte carbone. Tant mieux, hein, pardonnez-moi. Mais si on reste le même salopard qu'on est juste en roulant à vélo, bah pour moi, on a perdu en fait. Et c'est là ce dont je parlais tout à l'heure avec cet écolo, ce militant avec lequel j'avais énormément d'idées politiques en plus. Écolo, vegan, résistant, patati patata, mais qui était une coquille vide. En fait, on ne va jamais s'en sortir. Donc vivre, à amorcer ces changements de vie-là, c'est d'abord savoir-être. C'est non pas savoir-faire, mais c'est savoir-être. En tout cas, c'est cultiver un équilibre entre les deux. On s'imagine, parce que c'est vrai qu'on a aussi des vies en ville, je suis en train de dire que, enfin, ça pourrait laisser supposer qu'en ville, c'est une catastrophe, mais on a tendance à croire qu'en quittant la ville, on va prendre plus de temps, plus de soins. C'est faux, là encore. Quand on est à la campagne, déjà, bon, l'apparence n'est absolument pas soignée, mais surtout, on a tellement de choses à accomplir au sein d'une journée, quand il faut couper son bois, quand il faut faire ci, quand il faut faire ça, qu'en fait, on n'a pas le temps de prendre soin de soi. Moi, c'est à Paris que je me détends, parce que je peux me faire livrer un moment un repas plutôt que de prendre 1 heure pour le cuisiner. Je peux mettre mes affaires dans le lave-vaisselle plutôt que de me taper 1 heure de vaisselle tous les soirs pour toute la famille, pour la journée. Donc en fait, on ne prend pas plus soin de soi, en tout cas, ça ne coule pas de source. On le fait parce qu'on a appris, on s'est tapé les dépressions l'hiver, on s'est fait nos burn-out forestiers, on a compris tout ça, du coup on prend soin de nous-mêmes avec Caro, on sacralise des temps véritablement où voilà, on va véritablement marcher en forêt, où on va même faire des temps de retraite, où on va voilà, se baigner dans l'eau, dans l'étang. On a appris à le faire, mais en fait, croire qu'on va prendre soin de soi parce qu'on va partir, ce n'est pas vrai. On va prendre soin de soi quand on aura décidé de prendre soin de soi. Et ça, quel que soit le milieu dans lequel on sera. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui se sont lancés, qui en avaient assez de faire ces fameux bullshit jobs, ces jobs de merde, et donc ils se sont dit, bah, moi je vais me lancer dans le maraîchage, je veux faire quelque chose qui m'anime véritablement, je vais me lancer dans le bien-être, mais ils n'ont pas compris que, alors déjà, bon, pour le maraîchage, c'est un travail énorme, et en fait, au bout de 3 ans, les gars se pètent le dos quand ils sont seuls, donc c'est quelque chose qui doit se réfléchir en collectif, mais surtout, il n'y a pas d'argent à la campagne. Nous, on a une offre pléthorique de bien-être, donc masseurs, énergéticiens, patati patata, c'est génial, hein, ils sont tous hyper forts, voilà, adaptés à cela, mais par contre, personne ne vient chez eux, parce qu'en fait, comme le mode de vie est beaucoup moins cher, on gagne beaucoup moins bien notre vie, il y a beaucoup moins d'argent à mettre dans des activités tertiaires qui nous semblent vite superflues. Du coup, tous ceux qui se disent bah, je me fais une formation en Reiki niveau 3 pour aller vivre à la campagne et lancer mon activité, faites gaffe. Le Reiki ne suffira peut-être pas. Alors, donc là, c'était vraiment histoire de se marrer 2 minutes. C'est vrai que bon, pour faire la fête, il faut faire quelques kilomètres. Pour aller chez le médecin aussi. Du coup, c'est un autre rapport que l'on a au territoire finalement pour évaluer nos besoins. Voilà. On ne va pas sortir à la boulangerie. Non, il faut prendre son vélo ou sa voiture. J'avoue, je prends ma voiture pour le faire.
Et du coup, on s'est dit, bon, on va rendre la chose un peu scientifique avec Caro. On va essayer de niveler ce qui nous manque véritablement en ville. Et en fait, on s'est dit, qu'est-ce qui nous manque le plus? C'est les restos asiatiques. Alors, on mange hyper bien dans le Périgord, mais par contre, on mange toujours la même chose. C'est-à-dire, bon, c'est très viandard en plus, c'est les canards, les ragoûts, toutes ces choses-là. Et quand tu as une offre alternative, c'est que tu as une pizzeria. Mais en fait, c'est comme si c'était passé le mot, il y a 10 pizzerias dans un rayon de 10 km. C'est-à-dire que je ne sais pas à quel moment ils vont se dire qu'ils vont diversifier. Donc en fait, il y a une offre alimentaire qui est très pauvre. Du coup, c'est la raison pour laquelle les gens que j'aime, lorsque je viens les voir à Paris, que ce soit mes amis ou mes parents, je leur dis, nous nous retrouverons dans le 13e arrondissement chez Tricotin pour se voir, parce que je veux optimiser mon séjour parisien. La deuxième chose qui nous manque le plus, et c'est vraiment paradoxal par rapport au fait de vivre avec des gens qui ont choisi ces changements de vie pour eux-mêmes, c'est l'ouverture d'esprit. Quel kiff l'ouverture d'esprit à Paris, toutes ces nationalités représentées, le fait de pouvoir flâner d'un endroit à l'autre, cet humour, cette légèreté. Et en fait, ce qui se passe là où nous sommes, c'est que comme on est entouré d'éco-anxieux névrosés, eh ben en fait, l'humour, c'est très compliqué. Le second degré, la dérision, on l'oublie. J'exagère, mais à peine. À peine. L'autre chose, donc le troisième facteur, le deuxième, pardonnez-moi, c'est celui-ci. Celui-ci. Avant même que vous ayez posé le pied à la campagne, tout le village vous connaît. Et ils ont des idées les plus farfelues vous concernant. C'est ragot sur ragot sur ragot. Parce que comme tout le monde s'ennuie à la campagne, tout le monde parle les uns sur les autres. Mais moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ça. Là, j'ai entendu les rumeurs les plus folles circulant sur nous-mêmes. Du coup, c'est vrai qu'être à Paris, anonyme, que tout le monde s'en foute de ce que l'on fasse, c'est hyper plaisant et ça peut manquer. Ensuite de quoi, bon, j'ai mis l'offre culturelle, bien qu'on soit assez bien lotis là où nous sommes, mais c'est vrai qu'on a 5 ou 6 groupes de musique qui tournent et en fait, tu sais, quand tu fais une soirée un peu festival-concert, tu tombes soit sur du jazz manouche, soit sur le groupe de rock, tu vois, enfin, bon, on a envie de se faire un peu plus que ça. Donc l'offre culturelle aussi est quelque chose qui va nous manquer de la ville nécessairement. Et enfin, alors il y a les transports en commun, effectivement. Ça va de soi parce que tout ce qu'on va faire va nécessiter qu'on prenne le vélo, la voiture, enfin, il n'y a pas du tout d'organisation collective en matière de transport. Et le care, le soin qu'on va prendre. Oui, c'est véritablement prendre du temps pour soi. Parce que comme le rapport au temps change, lorsqu'on vit à la campagne, il y a toujours quelque chose à faire. Alors certes, ici, on a toujours quelque chose à faire ici aussi, mais si on ne fait pas cette chose-là à Paris, on ne va pas mourir. Par contre, à la campagne, si on ne va pas couper du bois, on va mourir. Donc il y a toujours quelque chose d'hyper important qui nécessite d'être fait. Et comme on a tendance à vouloir nous mettre dans de bonnes conditions de vie, au moins les 3 premières années, on aura tendance à faire énormément, quitte à ensuite commencer à souffler, mais vivre ces 3 premières années de façon à nous oublier beaucoup trop, en fait, par rapport aux besoins vitaux relatifs à l'installation rurale. Alors quand je parle de ça, je parle de mon cas qui est hyper extrême, hein, parce qu'on n'a pas d'argent, on a décidé de vivre un peu de façon pionnière en habitat léger, autonomiste et tout, donc c'est une vision très pessimiste, radicale que je décris. C'est-à-dire que ça ne peut pas être pire que ça, en fait. Voilà. Dites-vous bien que vous pouvez être pire que moi. À moins de dormir dans votre tente l'hiver. Donc voilà, il n'y a pas, en général, les gens arrivent à pourvoir un peu plus en temps et en argent lorsqu'ils anticipent leur installation. Mais nous, on a voulu expérimenter du low cost pour pouvoir ressortir l'expérience. Pourquoi on est heureux de vivre à la campagne? Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment vous arrivez à vivre sainement en ville, en fait. Mais vraiment, moi, il y a des tentations partout, on a envie de tout acheter, tout consommer, toutes les pires bêtises. Mais nous, on n'a pas ces problèmes-là chez nous, en fait. Nous, on mange sainement. On mange sainement parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et puis, en fait, on a envie de manger sainement. Quand on voit de la forêt, on voit de la nature autour de soi, on n'a qu'une envie, c'est de bien manger. On a envie de faire partie de cela. Alors que quand je suis à Paris, je suis sur du béton hors sol, j'ai pas de perspective, il fait gris. J'ai qu'une envie, c'est de la malbouffe, en fait. Donc, l'environnement dans lequel on va être va énormément influer sur nos capacités d'action. Moi, je pars du principe qu'on est des êtres hyper empathiques
Je le suis en tout cas. Et donc, quand je suis dans la nature, j'ai aucune envie de manger des burgers ou des choses comme ça. Par contre, une fois que j'arrive ici en ville, ça me démange à tout instant. L'autre chose qui est formidable, c'est qu'on apprend à se reconnecter en fait. On apprend à se reconnecter à notre nature profonde, à sentir, à voir les saisons et vivre avec ces saisons, mais sentir nos propres saisons intérieures, sentir notre hiver. Quand je vous parlais de ce temps de déprime un peu hivernale, c'est en fait un temps d'introspection. C'est un temps où il y a moins de lumière à l'extérieur, du coup j'ai envie d'être dans ma bulle, j'ai plus envie de m'exprimer comme je le fais ainsi, j'ai plus envie de parler à tout le monde et d'être sociable et d'être jovial parce qu'il faut être jovial. En fait, on vit véritablement nos émotions, on vit nos états d'être. Et ça, moi je me sens beaucoup plus authentique aujourd'hui que je ne l'étais depuis que je vis de cette façon-là. J'ai l'impression de marcher vers moi. Il y a aussi le fait de, évidemment, mieux connaître les espèces qui nous entourent, de mieux connaître leur cycle à eux aussi, de mieux apprivoiser, de se sentir aussi appartenir à cette histoire vivante que l'on cherche à avoir. Il y a évidemment le fait d'avoir du calme, d'avoir du silence. C'est tellement précieux. En fait, moi, quand je viens à Paris, je me rends compte qu'il n'y a jamais de silence. Il y a systématiquement un bruit environnant, mais même si vous guettez bien un frigidaire, ou un truc comme ça, il y a toujours un fuzz environnement qui fait qu'on n'a jamais de silence. Tandis que nous, mais c'est juste merveilleux en fait d'avoir cela, de s'offrir le luxe du calme en fait, de ne pas entendre des voitures passer. Mais pour notre santé mentale, c'est absolument nécessaire. Le fait de reconnaître les plantes sauvages, le fait de savoir qu'aujourd'hui, je sais mettre une installation solaire, je sais me construire ma cabane. Si on me met dans n'importe quel endroit où il y a du bois, de la terre, je saurais vous construire un habitat isolé. J'ai acquis cette compétence-là en fait. Je suis fier de moi. Je sais qu'en bon père de famille, quel que soit ce qui arrivera, je saurais mettre ma famille à l'abri. Voilà. Et ça, je l'ai acquis de par ce voyage, de par cette vie-là. Auparavant, je ne savais absolument pas faire ces choses-là. Aujourd'hui, je sais le faire et j'en suis fier. Et rien que ça, ça vaut le coup de vivre cette expérience. On expérimente quelque chose qui était un concept jusqu'alors, ce qu'on appelle l'entraide. C'est un super mot, mais nous on le vit en fait. On le vit parce que là où nous sommes, comme on ne peut pas avoir tous les outils que l'on veut avoir, les gens les prêtent. On n'a pas les compétences évidemment pour avoir un plombier, on a la chance d'avoir un voisin qui lui sait le faire et qui va venir nous aider pour le faire parce qu'il a à cœur de nous donner un coup de main. Mais en fait, ça se fait le plus naturellement du monde. Et moi, j'étais hyper gêné au départ quand on me proposait ces services ou ces coups de main parce que je disais, je te dois combien, qu'est-ce que je peux te donner en retour? Et en fait, c'était limite outrancier de ma part de proposer cela. Alors, la première fois, on le propose par politesse, mais d'avoir insisté parce qu'en fait, il y a ce principe qui n'était pas théorisé par les habitants là-bas, mais qui dit que la dette, c'est le lien. Alors, si on va trop loin, la dette, c'est le crash. Mais en fait, le fait de venir nous aider chez nous, c'est une façon de nouer une amitié. C'est une façon de nous dire, je sais que tu as besoin de moi aujourd'hui, peut-être que moi aussi, un jour, quand je serai plus âgé, j'aurai besoin de toi. Et en fait, il y a énormément de choses qui fonctionnent comme ça. Je vais vous donner un exemple. On a un groupe de voisins en habitat léger. Alors là, on appelle ça le yourtistan. Parce qu'en fait, il y a plein de yourtes. Il y a 8 yourtes d'une commune de 300 habitants. Et en fait, on s'est dit qu'une fois par mois, un jour par mois au moins, on allait aller les uns chez les autres pour faire un chantier collectif, pour aider quelque chose à se développer. Et en fait, il y a plein de gens qui font ce genre de choses. L'autre chose que l'on met en place, c'est qu'on a tous nos jardins, mais il y a des cultures collectives qu'on ne peut pas faire soi-même. Du coup, chaque année, il y a un des lieux dans notre groupe qui met sa parcelle à disposition, qui va acheter les pommes de terre pour le groupe, et on va planter pendant une journée 1 hectare de pommes de terre. Là, c'était un demi-hectare de pommes de terre pour avoir toutes les pommes de terre qu'il nous faut pour toute l'année. Et là, on a fait la récolte, donc on était une dizaine à le faire. On a tous récolté 200 kg de pommes de terre chacun. C'est incroyable. Là, j'ai 200 kg de pommes de terre, donc je sais que toute l'année, pour 2 jours de travail, j'ai acquis cela. Ça, c'est parce qu'on m'a offert cette opportunité d'entraide et de solidarité que je ne connaissais pas jusqu'alors. Même chose avec nos enfants. Comment voulez-vous que j'ai une babysitter dans la forêt? Par contre, il y a plein de personnes qui sont là, soit des personnes âgées, soit des personnes qui ont eux-mêmes des enfants, qui se proposent spontanément pour nous les garder.
une journée, ça peut être même un week-end. Et en fait, on a acquis en fait, ces schémas, ces fonctionnements-là où on va laisser nos filles aux uns et aux autres, on récupère les leurs de temps en temps et ça nous permet en fait d'avoir des respirations qui sont on ne peut plus nécessaires lorsqu'on est parent. Il y a quelque chose aussi, moi, que j'aime bien à la campagne, que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'en fait, on peut tchatcher autant qu'on veut, tout le monde s'en fout. On veut voir. Et voir, ça prend du temps. Du coup, moi, quand j'habitais aux cabanes, on m'appelait le professeur. Je dis, oh, le professeur, il parle. Bah oui, parce qu'en fait, nous, à Paris, on va dire, bah moi, je suis ci, je suis ça, je fais les choses comme ci, je fais les choses comme ça. Non, à la campagne, ça ne marche pas comme ça. On va déterminer la valeur d'un individu au travail qu'il va effectuer. Et en fait, il y a quelque chose de très juste là-dedans. Ça va amener de l'humilité. Ça va amener du temps long aussi. Ça va amener à ce que les liens qui se tissent et qui se nouent entre nous soient des liens véritables, des liens profonds et qui ne soient pas juste superficiels comme moi j'ai plus connu par le passé. Et les amis qu'on a acquis maintenant, que ce soit aux cabanes ou au Croissant Fertile dans le Périgord vert où nous sommes, c'est de vraies amitiés qu'on a acquis. C'est de vrais liens. Et moi, je me sens riche aujourd'hui de par ces amitiés-là parce que je sais que je peux compter sur ces gens-là. Je sais qui ils sont, en fait, dans ces blessures. Je sais dans quelles difficultés on peut se trouver et qu'ils pourront faire appel à moi comme je pourrais faire appel à eux véritablement, mais je l'éprouve, ce sentiment-là. Et ça, c'est juste magnifique. Il y a un dernier concept, dernière des choses que je voulais évoquer aussi dans ce que j'aime énormément à la campagne, c'est que j'ai découvert la confiance, et quand je parle de la confiance, c'est la confiance relative à l'argent notamment. À côté de chez nous, l'épicerie la plus proche, elle est à 10 km, c'est une épicerie qui est ouverte 24 heures sur 24, dans laquelle tous les producteurs environnants vont déposer leur production. Elle n'est pas fermée à clé, elle est ouverte non-stop, donc on y trouve de la bière, du vin, parce que c'est les premiers trucs qu'on aimerait voler, de la viande, du fromage, des légumes, des œufs, des céréales, des épices, des aromatiques, bref, des culottes de lune, on trouve tout là-bas. C'est-à-dire que nous, quand on veut faire nos courses, on va soit au marché, soit dans cette épicerie autogérée. Et le principe, c'est qu'on va peser nous-mêmes, on peut y aller à 3 h du mat, on écrit ce que l'on veut. Et si on le souhaite, parce qu'on estime, sans avoir rendu de compte à personne, qu'on a des moyens limités ce mois-ci, on peut décider de laisser que la moitié du prix affiché, alors même qu'il n'est pas cher du tout parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ça, c'est éblouissant. Et dès qu'il y a des gens qui viennent nous voir, je vais leur montrer cette épicerie autogérée. Parce que le premier réflexe qu'il y a jusqu'alors, c'est de dire « Attends, ils ne se font pas voler ?» Ben non, ça marche en fait. Ça marche parce qu'on a tous conscience qu'on fait partie de cette solution-là. On a tous conscience que si on commence à voler cette épicerie, en fait, c'est à nous-mêmes qu'on va se faire du mal. Et du coup, ça marche depuis 2 ans en fait. Et je vais même vous dire mieux, cette épicerie, elle est excédentaire aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu des petits vols de temps à autre. Mais à la campagne, tout se sait. Du coup, ça s'oublie très vite. Et je vais vous dire pourquoi ça ne pourrait pas marcher à Paris ou dans une grande ville. Parce qu'à partir d'un certain nombre d'habitants, une certaine capacité d'habitants, on se déresponsabilise. On ne se sent plus appartenir à une aventure. Et ce que nous vivons, nous, à la campagne, dans les territoires dans lesquels on est, c'est qu'on est partie intégrante. On est partie prenante et on est dans la suggestion d'initiative. Et c'est juste incroyable parce que j'ai l'impression de donner vie à ces utopies et ces rêves que je caresse dans mon esprit depuis tant d'années. L'autre chose aussi qui m'éblouit, parmi celles que nous vivons, c'est que toutes les semaines, au marché de Piégu, donc là encore c'est à 10 km de chez nous, il y a un groupe de maraîchers, donc ils font du maraîchage collectif, ils mettent toute leur production à prix libre. Et ils ne vont même pas vérifier, ils s'en moquent. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent être certains que tous les gens mangent à leur faim. Du coup, toutes les semaines, ils disposent toute la production. Ils disposent d'une petite caisse comme ce qu'on a fait là pour la conférence. Et en fait, ils s'en sortent. Ils s'en sortent parce que tout le monde joue le jeu. Parce que ceux qui ont un peu plus de moyens vont mettre toujours un peu plus, ceux qui en ont moins un peu moins, mais personne ne va regarder ce qu'a mis l'autre. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, moi, ça me donne foi en fait dans l'avenir. Et je me dis que ces expériences expérimentales que nous sommes en train de vivre dans le Périgord vert vont se multiplier dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle je vous invite à découvrir ces aventures-là avant de vous initier vous-même. Parce que quand bien même il y aura beaucoup d'épreuves à surpasser, beaucoup d'écueils que l'on va rencontrer, il y a des choses formidables à la clé. Alors avant de vous laisser la parole, parce que j'ai beaucoup plus parlé que ce que j'avais anticipé, je vais vous dire très brièvement les conseils qu'on souhaite vous donner si un jour vous anticipez de partir vivre à la campagne. Bon, ça, c'est nos amis. Le premier,
privilégier le territoire au terrain. C'est-à-dire, allez voir un lieu, un endroit où la culture vous plaît, où vous vous sentez bien, avant de réfléchir au terrain de vos rêves. Le terrain, vous le trouverez en fait. Il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes dans un territoire où il n'y a pas de milieu alternatif, il n'y a pas de milieu associatif, nous, ça a été notre erreur au départ quand on a été aux cabanes, c'est que c'était un milieu associatif très pauvre et on avait la prétention de croire que, de par nos amis, nos connaissances, on serait en capacité de l'initier. Et bien en fait, non, on ne peut pas, on n'est pas plus fort que ça. Ou on aurait pu peut-être contribuer à cela, mais au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. Mais bon, je ne sais pas si on voulait attendre tout ce temps-là. Là où nous sommes aujourd'hui, on y est parce qu'on a connaissance aussi de ce réseau très alternatif, parce que très peu cher, du coup, qui attire des gens qui ont des projets et moins de moyens. Et en fait, c'est, voilà, nous, on a choisi le terrain, contrairement à ce que je vous dis là, avant le territoire. Mais en fait, si c'était à refaire, parce qu'on a eu un coup de bol monumental, je choisirais uniquement le territoire avant de me préoccuper du terrain. Le terrain, quel qu'il soit, on pourra l'amender, on pourra l'aggrader, on pourra en faire quelque chose de beau, d'un champ où il y a eu des pesticides, on pourra en faire un jardin-forêt. Oui, ça prendra du temps, mais on y parviendra. Par contre, un territoire dans lequel les mentalités sont cloisonnées et pour lequel les gens apparaîtront toujours, enfin vous serez toujours des étrangers aux yeux des autochtones, et bien ça c'est beaucoup plus difficile de le changer. L'autre conseil, multipliez les expériences. Allez voir tout ce qui se fait pour voir ce que vous voulez vivre et ce que vous ne voulez pas vivre pour votre propre lieu. Le woofing, c'est une initiative anglo-saxonne dans laquelle on va donc proposer d'aider une ferme, d'aider un lieu, en contrepartie de quoi on est hébergé et on nous nourrit. Donc ça ne nécessite aucun frais pour vivre ce genre d'expérience. C'est accessible à tout le monde. L'autre conseil, c'est, et je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je veux bien le répéter encore, allez voir les assos, c'est nos meilleurs alliés. C'est eux qui vous aideront à trouver vos terrains. C'est eux qui vous aideront à trouver vos interlocuteurs, quels qu'ils soient. Investissez-vous dans ces associations locales en priorité. Allez dans les événements locaux. Alors moi, je ne suis pas chasseur, mais par contre, maintenant, je vais parfois dans les dîners de chasse discuter avec Jean-Louis ou Martine parce que en fait, je veux les connaître. Je veux prendre ce temps-là et montrer que je m'intéresse à eux aussi, que je ne suis pas au-dessus de cela. Quand bien même ce n'est pas ma philosophie, eh ben, je vais aller dans ces événements-là. Et ça paraît anecdotique dit comme ça, mais ça change beaucoup de choses en fait dans l'appréciation qu'on peut avoir au sein du territoire. Alors l'autre conseil aussi, c'est que parfois, quand on amorce ces envies de campagne, de vie néo-rurale, on a déjà en tête l'activité qu'on va lancer. Le conseil que je vous donne, c'est analyser les besoins du territoire avant d'amorcer votre propre activité. Parce que si ça se trouve, vous voulez proposer une offre en bien-être et en fait, il y a une multitude d'offres en bien-être dans ce territoire-là. Du coup, vous n'allez pas pouvoir vous épanouir. Par contre, en prenant ces 6 mois ou cette première année d'observation dans le territoire, vous allez voir que on a l'écosystème pour produire de la spiruline et il y a vraiment des gens qui aimeraient en avoir de cette spiruline. Et du coup, vous allez produire cette spiruline, vous allez générer une activité économique qui répondra à vos besoins, qui va vous épanouir aussi et qui servira le territoire. Donc, prenez votre temps avant de lancer une activité quand vous intégrez un nouveau territoire. Ralentissez. Voilà. Je sais qu'on veut faire beaucoup de choses quand on s'installe, qu'on veut aller vite pour avoir un meilleur confort, mais ce n'est pas grave, on va prendre plus de temps. Mais on va bien le faire. À un moment donné, on arrivera à se poser, mais savoir-être, c'est aussi important que savoir-faire. Prenons le temps. Prenons le temps, c'est OK. On a le temps en fait. Contrairement au rapport alarmiste qui nous enjoigne d'agir sous 2 ans, sous 3 ans, sous 5 ans, le temps n'est pas un ennemi. Le temps est un allié. Et ça, on le comprend quand on vit dans la nature. C'est que de toutes les façons, on ne pourra pas aller plus vite que les saisons. On ne pourra pas aller plus vite que les cycles. Donc, prenons le temps. Formez-vous aux outils de gouvernance collective, aux outils de coopération, à la communication non verbale, arriver à exprimer une idée sans blesser l'autre. Alors, moi, je suis mal placé pour parler. La non-violence. N'attendez pas de changer cette vie-là néo-rurale pour travailler sur soi-même. Comme je vous disais, il n'y aura pas de solution miracle. C'est à nous de travailler sur nous, de faire ce travail. Et ce travail, on peut le faire dès maintenant, à chaque instant, quand bien même on ne sera pas parti. Ne vous lancez pas seul. Je vois tellement de gens qui abandonnent. C'est important d'avoir au moins un ami, d'avoir un collègue, d'avoir quelqu'un avec qui vivre parce que
voilà, on peut mourir de solitude, je pense. Ne vous isolez pas non plus dans votre foyer, faites des activités, faites ce genre de choses. Voilà, moi, ça a été vraiment mon enseignement pendant les premiers temps. Aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. Je suis hyper content. Je suis dans un groupe de volley. Je fais du MMA. Bon, ça veut juste qui voudra. Je fais plein de choses comme ça et je suis hyper épanoui. C'est du mixed martial arts. Prenez votre temps pour structurer votre projet. Ne vous jetez pas à corps perdu dedans. Là encore, ça revient à l'histoire du temps. Choisissez votre collectif. Prenez le temps d'inclure. Si le temps d'inclusion est long, ce n'est pas grave. Vaut mieux prendre 6 mois pour inclure quelqu'un et que ça se fasse bien, plutôt que de vouloir monter trop vite un collectif et qu'en fait, on s'aperçoive au bout de 2 mois de vie commune que ça ne va pas. Prenez ce temps-là en fait, pour vous connaître. Nous, pour vous donner le processus d'inclusion qu'on a mis en place au Croissant Fertile, c'est qu'on dit que déjà pour venir passer du temps chez nous, il faut venir lors des temps de chantier collectif. Ça veut dire que vous allez mettre la main à la pâte, on ne va pas juste tchatcher vous et moi. Vous pouvez venir jusqu'à 2 semaines. À l'issue des 2 semaines, même si l'aventure se passe du mieux possible, on vous demandera de partir pour digérer l'expérience qu'on aura vécue tous ensemble. Et ça permet d'éprouver la volonté. Parce qu'on s'est rendu compte parfois que quand on laissait les gens rester plus longtemps, ils restaient plus par facilité que par véritable désir d'intégrer le projet. Donc le fait de partir au bout de 2 semaines et formuler le désir de revenir, ça veut dire véritablement qu'on a cette impulsion. On demande aux gens d'écrire une lettre pour expliquer pourquoi ils veulent vivre ici. Ça s'apparenterait à une lettre de motivation, mais c'est plus pour nous dire pourquoi ce projet-là plus qu'un autre projet. Nous, ça nous permet de voir où ils veulent aller. Donc quand ils nous écrivent cette lettre, on la consulte avec les habitants. Si on se sent enthousiaste à l'évocation de cette expérience vécue et cette lettre, on dit venez vivre 3 mois avec nous. Et vous allez intégrer le lieu pendant 3 mois comme un habitant, on vivra tous ensemble. Et à l'issue de ces 3 mois, on va re-questionner le projet qui était le vôtre à la base. On va voir s'il concorde toujours, si l'envie de faire ensemble fonctionne toujours. Et on va se réunir aussi en huis clos avec les habitants pour revoir si on est toujours enthousiaste à l'idée de vivre ensemble. Et si on passe ces 3 mois-là, alors vous serez un habitant du Croissant Fertile. Ça prend du temps, c'est dissuasif. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent le processus même en cours de route, mais ça nous permet d'être sûr que, enfin, sans jamais être vraiment sûr, mais que les gens qui vont nous rejoindre voudront véritablement vivre ce projet-là. Et enfin, comme vous serez obligé un jour ou l'autre de quitter la ville, autant le faire au moment où ça vous fait plaisir. C'est tout pour moi.